Deuxième vidéo pour le thème du concours de la résistance de cette année. Cette deuxième vidéo porte sur l'œuvre du Conseil national de la résistance, appelé par ses initiales CNR. Le Conseil national de la résistance est indissociable de la personnalité de Jean Moulin. En effet, c'est Jean Moulin qui, à partir de 1942, après avoir été parachuté depuis l'Angleterre sur la France occupée, essaie de structurer et d'organiser les différents réseaux de résistance afin d'en faire une organisation globale, structurée, organisée, disciplinée, obéissante à De Gaulle et à Londres et prête à agir en vue de la future libération du pays. Pour cela, Jean Moulin envisage de créer un conseil, le Conseil national de la résistance, appelé CNR. Ce Conseil national de la résistance sera la structure qui permettra d'organiser les actions des résistants, mais également qui permettra d'envisager la libération du pays et la reconstruction du pays après cette libération. Réussir à structurer les différents réseaux de résistance est une chose compliquée. En effet, en 1942, en France, existent de nombreux mouvements de résistance. Ceux-ci sont souvent repérables par leurs idées politiques. Ainsi trouve-t-on des réseaux de résistance communistes en grand nombre, des réseaux de résistance socialistes, quelques réseaux de résistance plutôt à la droite de la politique française. Et la deuxième difficulté est de réussir à réunir ces chefs aux idées politiques très différentes dans la France occupée en 1943. Ainsi, il faut éviter d'aiguiser l'intérêt des Allemands, faire les choses discrètement afin d'éviter l'arrestation globale des chefs de réseau français. La première rencontre du Conseil national de la résistance aura lieu le 27 mai 1943, sous la présidence de Jean Moulin, à Paris, comme l'indique cette plaque ici. Comme évoqué précédemment, le Conseil national de la résistance réunit des personnalités avec des idées politiques complètement opposées. Quand il s'agit d'agir contre les Allemands, avoir des idées politiques opposées n'est pas foncièrement gênant. Mais quand il s'agit d'envisager ce que deviendra le pays à la fin de la guerre, les idées politiques opposées s'entrechoquent et il est très difficile de faire se mettre d'accord des communistes qui obéissent à Staline et en même temps des chrétiens démocrates plutôt de droite avec des socialistes ou des personnes de toute idée politique différente. Ainsi, le grand travail de Jean Moulin va être de réussir à faire s'entendre ces personnalités autour d'une action commune et d'idées communes. Parmi les personnalités importantes du Conseil national de la résistance, peut-on citer ces deux personnages, aux idées politiques pourtant complètement opposées. Georges Bidault, à gauche, plutôt démocrate chrétien, une personnalité plutôt centre-droit au niveau de la politique française, et à gauche, Louis Saillant, chef de la CGT, c'est-à-dire le syndicat représentatif du Parti communiste français. Pourtant, ces hommes politiques réussirent à édicter un texte commun au sein du Conseil national de la résistance. Ainsi, un programme intitulé tout d'abord en 1944 Les Jours heureux est établi par le Conseil national de la résistance. Au passage, il faut noter que depuis 1943, ce Conseil national de la résistance se réunit sans Jean Moulin, qui a été dénoncé, torturé et décédé sous la torture de Klaus Barbie à Lyon en 1943. Alors, pour revenir à ce programme, le programme Les Jours heureux envisage ce que deviendra la France une fois la libération du territoire acquise. Ce programme du Conseil national de la résistance sera repris quasiment intégralement par le gouvernement qui dirigera la France à partir de 1945. Ce gouvernement, appelé GPRF, gouvernement provisoire de la République française, a la particularité de ne pas avoir été élu. En effet, quand le pays est libéré, ce gouvernement va être amené au pouvoir par sa légitimité. Il s'agit des résistants qui, autour de De Gaulle, pendant 4 ans, ont résisté à l'occupation allemande, et ces résistants donc sont légitimes, crédibles pour diriger la France. C'est de plus un gouvernement d'union, où l'on retrouve des hommes politiques de toute idée politique et d'idées politiques parfois très différentes. Le général de Gaulle va ainsi pouvoir appliquer avec ses résistants
le programme Les Jours Heureux, édité par le Conseil national de la Résistance pendant le conflit. Les idées du Conseil national de la Résistance, c'est tout d'abord plus de liberté et plus de démocratie. C'est ainsi qu'en 1944, le droit de vote est accordé aux femmes. Elles l'utiliseront pour la première fois en 1945. Mais le Conseil national de la Résistance avait aussi comme idée principale de juger les personnalités qui avaient collaboré avec l'ennemi. Ce Conseil national de la Résistance, composé donc de résistants, s'était opposé pendant 5 ans aux armées allemandes et aux Français qui avaient fait le choix de la collaboration. C'est ainsi logique que le gouvernement provisoire de la République française, en accord avec le programme du Conseil national de la Résistance, envisagea tout d'abord ce qu'on appela l'épuration légale, c'est-à-dire légalement les procès, les jugements de toutes les personnalités qui avaient collaboré, qu'il s'agisse d'intellectuels, de politiques, etc. On peut bien sûr prendre comme symbole de cette épuration légale le procès du maréchal Pétain, procès qui fut organisé en 1945 et qui jugea donc le vieux maréchal âgé de 88 ans. Celui-ci fut condamné à mort pour trahison envers la France. Il fut néanmoins gracié par le général de Gaulle, qui, en raison des grands services qu'il avait rendus pendant la Première Guerre mondiale, notamment au moment de la bataille de Verdun, transforma la peine de mort en prison à perpétuité. Ainsi, le maréchal Pétain fut emprisonné, détenu sur l'île Dieu, à l'ouest de la France, dans l'Atlantique, jusqu'à sa mort en 1951. Cette épuration légale fut ainsi une des premières actions également reprises du programme du Conseil national de la Résistance. Dans cette volonté de punir les personnes ayant collaboré avec les Allemands, le gouvernement provisoire de la République française s'intéressa également aux entreprises qui fournirent des armes ou des équipements aux Allemands. Ainsi, ce fut le cas de Renault, qui pendant la Seconde Guerre mondiale fournit énormément de matériel aux Allemands. Ainsi, en 1945, il décidait la nationalisation de Renault, c'est-à-dire que Renault, qui était une entreprise privée appartenant à la famille Renault, passe sous le contrôle de l'État, devient, ce qu'on voit sur cette affiche, une régie nationale. Ainsi, c'est une punition pour la famille Renault, qui perd la possession de son entreprise, pour avoir collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'ennemi. C'est ainsi une des premières nationalisations qui permet à l'État de contrôler la production industrielle et économique française. Mais Renault n'est pas la seule entreprise à être nationalisée par punition. En effet, on peut également citer l'entreprise Gnome-Rhône, qui fabriquait notamment des moteurs de moto, des moteurs de motocyclettes, etc. Cette entreprise avait fourni à BMW des moteurs pendant la Seconde Guerre mondiale, moteurs qui équipèrent notamment les avions de la Luftwaffe, de l'armée de l'air allemande. En 1945, tout comme Renault, Gnome-Rhône est nationalisé et devient la SNECMA, entreprise qui va se spécialiser, qui existe toujours aujourd'hui sous le nom de Safran et qui travaille sur la motorisation des Airbus notamment. Mais l'œuvre du gouvernement provisoire de la République française est aussi l'apport du retour aux valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité. Le Conseil national de la Résistance, dans son programme Les Jours Heureux, avait insisté sur la nécessité du retour rapide et ample aux libertés fondamentales de la République. Liberté d'expression, liberté du travail, liberté de circulation, liberté d'opinion, liberté de religion. Toutes les libertés sont ainsi de retour grâce au gouvernement provisoire de la République française qui reprend le programme du Conseil national de la Résistance. Le Conseil national de la Résistance était dominé par les résistants communistes et furent pratiquées en 1945 des nationalisations massives. Il s'agissait de rendre à l'État les outils de la production et de l'économie. Il s'agissait en effet pour l'État de pouvoir disposer, contrôler la production d'énergie, certaines banques, certaines assurances, afin de rendre aux Français les outils de production du pays. Il s'agissait en quelque sorte de faire travailler ces entreprises pour le bien commun et non pas uniquement pour la recherche de bénéfices. Ainsi, comme indiqué sur ce journal de 1945, fut envisagée la nationalisation de grandes entreprises, de banques et d'assurances,
non pas par punition cette fois-ci, comme c'était le cas pour Renault ou pour Gnome Ron, mais afin de relancer le pays, de reconstruire le pays sur des bases différentes des bases précédentes. Ainsi fut pratiquée la nationalisation des houillères, c'est-à-dire des mines de charbon françaises, notamment celles du Nord-Pas-de-Calais, du Creusot ou de la région de Saint-Étienne. Il s'agissait ainsi de faire travailler les mineurs au service de l'État, pour le bien de la population, et non plus pour les bénéfices de chefs d'entreprise. Cette nationalisation des houillères permit de contrôler la production de charbon et d'alimenter en énergie la population. Cette volonté par l'État de contrôler les grandes sources d'approvisionnement en énergie entraîna la création d'Électricité de France, EDF. Cette entreprise, contrôlée par l'État, contrôlait ainsi la production d'énergie française. Il en fut de même avec GDF, Gaz de France, qui contrôlait la production de gaz française. Selon le même principe, il s'agissait pour l'État de contrôler les grandes sources d'énergie afin d'en faire profiter la population, à des prix contrôlés par l'État. D'autres entreprises, comme Air France, devinrent des entreprises publiques et furent nationalisées à cette époque. En fait, il s'agit de toutes les grandes entreprises de tous les secteurs industriels et économiques qui subirent le même sort. Le gouvernement provisoire de la République française pouvait ainsi contrôler l'ensemble de l'économie afin de la relancer pour le bien de la population. Qu'il s'agisse de l'énergie, du transport, avec par exemple la SNECMA ou Air France, les banques, avec le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la Banque de France. Il s'agissait de contrôler donc l'économie française afin de pouvoir mieux la relancer. Ces idées sont des idées qui sont franchement socialistes, voire largement communistes. Mais le Conseil national de la résistance, ce sont aussi des mesures sociales, c'est-à-dire à destination des populations qui sont les moins favorisées. En 1945, le gouvernement provisoire de la République française met en place ce qu'on appelle la retraite par répartition, c'est-à-dire des retraites pour les plus vieux. Les actifs, ceux qui travaillent, payent des cotisations, une somme d'argent prélevée sur leur bulletin de paye, qui servent à payer les pensions, les retraites des personnes âgées. Ce dispositif de retraite par répartition existe toujours aujourd'hui et est une particularité française. Autre pilier de la société française d'aujourd'hui que l'on doit au Conseil national de la résistance et qui est mis en place par le gouvernement provisoire de la République française est la création de la sécurité sociale. La sécurité sociale était un des éléments essentiels du programme du Conseil national de la résistance et est aussi une particularité française en permettant à chaque Français de disposer des soins gratuits à partir de cotisations sur la fiche de paye. Ces mesures du Conseil national de la résistance, reprises par le gouvernement provisoire de la République française, permirent le relèvement de la France et la reconstruction du pays, ainsi que le montre cette affiche faite par l'État en 1946, qui propose aux citoyens de souscrire au Bon de la Libération afin de reconstruire le pays. Le gouvernement provisoire de Gaulle a en effet besoin d'unir les Français autour de la nécessité de reconstruire le pays, de rebâtir une nouvelle république après la catastrophe de la guerre en 1940 et les 4 années d'occupation qui désunirent les Français. Ainsi, la politique de nationalisation, c'est-à-dire de prise de contrôle des entreprises privées par l'État, entraîna une mobilisation des travailleurs autour de la nécessaire reconstruction d'une grande puissance, la puissance française, ainsi que le montre cette affiche du syndicat la CGT et du Parti communiste. Retroussons nos manches, ça ira encore mieux. L'idée était de proposer des réformes sociales importantes et des avantages aux travailleurs grâce aux mesures du CNR et également ainsi d'inciter les ouvriers et les travailleurs à rebâtir cette nouvelle France. Cette idée de retrousser ses manches pour que cela aille encore mieux fut reprise ici par cette suite à la fiche précédente, avec le relèvement de la France dans le domaine des voies ferrées, bravo les cheminots, la remise en service de wagons, ou encore la création de péniches pour rendre à la navigation et contribuer au développement du commerce après les difficultés de la guerre.
Cette affiche et peinture célèbre de Paul Colin représente tout à fait cette France avec cette Marianne marquée au niveau des mains, du sang lié à la guerre, et cette Marianne aux couleurs bleu, blanc, rouge, qui voit la lumière la frapper et être prêt à repartir vers l'avant. C'est la France de 1945, une France qui se reconstruit et qui repart vers l'avant. Parallèlement à cela, le général de Gaulle crée en 1946 son parti, le RPF, le Rassemblement du peuple français, et s'engage en politique. Néanmoins, la mise en place de la 4ème République, dont il n'a pas choisi les bases et les fondements et qui ne lui conviennent pas, l'entraînera à refuser en quelque sorte de devenir président de la République en 1946 et il se retirera de ses responsabilités. Ce ne sera que pour mieux revenir 12 années plus tard, en 1958, en fondant la 5ème République, notre République d'aujourd'hui.